Mais ça n'a eu qu'un temps, parce qu'à partir d'un certain moment, il a fallu choisir et Mitterrand a choisi. M. Christian Nucci est nommé ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, en remplacement de M. Jean-Pierre Cot. Je reçois un coup de fil de Pierre Mauroy qui me dit « Jean-Pierre, est-ce que tu veux être ambassadeur à Madrid ?» Je lui ai répondu tout simplement « Non, Pierre, je préfère retourner à l'université. » Pas de déclaration. Jean-Pierre Cot ne sera pas la seule victime du réalisme mitterrandien. À la tête des services secrets français, François Mitterrand avait nommé en 1981 un homme qui, dès son arrivée, découvre les réseaux Foccart. Je découvre effectivement qu'il y a un réseau très puissant d'influence, de renseignement et d'influence dans les principaux pays africains francophones. Le point où il avait mis le paquet maximum, c'était le Gabon. Bongo avait dans son entourage des gens qui étaient directement manipulés par Elf ou par Foccart ou par les deux. On parle à Mitterrand, que ça n'intéresse pas. Et je retire de ma conversation avec Mitterrand l'impression diffuse qu'il en sait plus que moi, mais qu'il ne veut pas me le dire. Et qu'il a des contacts avec ces mouvances dont je ne connais pas exactement la nature. La première démarche avait consisté à identifier et expulser du SDEC tous les éléments douteux dont on pouvait penser qu'ils avaient été manipulés par les réseaux ou par Elf. C'était la purge de décembre 81. Vous en avez expulsé combien? Souvent, j'en ai expulsé une trentaine. Ensuite, Pierre Marion décide de s'attaquer à la citadelle Elf. J'ai demandé à Mitterrand qu'il m'accorde de pouvoir voir Chalandon, qui était président d'Elf à cette époque-là, et j'ai donc déjeuné en tête-à-tête avec Chalandon, dans ma salle à manger personnelle à la DGSE. Parce que là, j'étais sûr que les micros étaient de mon côté. Alors je lui ai dit, écoutez, ça ne peut plus durer. Il y a un service officiel de la République qui est un service de renseignement et d'influence. Il s'appelle maintenant la DGSE. Vous voulez faire du renseignement de votre côté. On comprend que vous vouliez faire de l'influence pour vos intérêts commerciaux et économiques, mais le renseignement ou l'influence politique, c'est pas votre métier. Alors, je vous demande, d'accord avec le président de la République, je vous demande de retirer vos agents des pays dans lesquels ils sont accrédités actuellement. Et je m'attendais à une discussion très, très difficile, et puis ça n'a pas été une discussion difficile. Il m'a dit tout de suite, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, pour respecter effectivement cette fonction particulière. Mais son sourire disait que, voulait dire, parle toujours bon bonhomme, tu n'y arriveras pas. J'y suis pas arrivé. De toute façon, aussi bien Jean-Pierre Cot que Pierre Marion n'auraient pu aller très loin dans leur tentative de faire le ménage. Car en 1986, la gauche perd les élections législatives. Jacques Chirac devient le Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Il rappelle immédiatement aux affaires, à Matignon, Jacques Foccart, âgé de 72 ans. Quant à François Mitterrand, il nomme son propre fils, Jean-Christophe, au poste de Monsieur Afrique de l'Élysée. En 86, Guy Pen a été élu sénateur, donc le poste était libre et mon père a décidé de me nommer à sa place. J'avais quand même derrière moi une longue expérience africaine en tant que journaliste et avant en tant que coopérant. Est-ce que c'était pas un peu délicat que le monsieur Afrique de l'Élysée soit le fils du président de la République? Pourquoi? Je suis interdit de travail? Parce que j'ai un nom. Je suis à un poste où j'ai des compétences et un passé. Beaucoup de
mes prédécesseurs n'avaient pas ce passé-là. J'y suis resté quand même en tant qu'adjoint et en tant que patron de cette cellule, j'y suis resté plus de 10 ans. Les présidents africains, friands de relations familiales, voient d'un bon œil l'arrivée du fils du président à un poste où les relations personnelles jouent un rôle primordial. Est-ce qu'il vous arrivait de discuter de ces affaires-là aussi au petit déjeuner ou Ça arrivait des fois, bien sûr, mais c'était un de mes avantages. C'est que je pouvais en parler en dehors des heures de bureau. Mais confronté au puissant réseau de Jacques Foccart, Jean-Christophe Mitterrand a du mal à exister auprès de ses interlocuteurs africains. Il abuse de son statut de fils du président et hérite du surnom peu flatteur de Papa Madi. Cette cohabitation Jacques Foccart-Jean-Christophe Mitterrand, Matignon contre l'Élysée, paralyse encore un peu plus la définition d'une politique africaine, comme en témoigne le sommet de la francophonie de Lomé en 1986. La détente en musique, l'harmonie même au sommet, voilà pour la scène et pour les caméras. Mais en coulisses, images différentes, climat différent. Jean-Christophe Mitterrand, le conseiller aux affaires africaines à l'Élysée, est omniprésent. Le fils du président n'est pas seul. À ses côtés, son prédécesseur, Guy Pen, qui a quitté officiellement l'Élysée, mais qui a fait tout de même le voyage pour une raison précise. Pour marquer en quelque sorte un autre homme, Jacques Foccart, l'homme de Chirac pour l'Afrique, après avoir été celui de De Gaulle et de Georges Pompidou. Jacques Foccart, dit le Sphinx. Les trois hommes sont souvent près les uns des autres, et il leur arrive bien sûr de discuter entre eux, à Paris, mais jamais en public, comme s'ils voulaient délimiter leur territoire. Comme s'il y avait à Lomé 2 délégations françaises. Mais en 1988, François Mitterrand, réélu pour un deuxième septennat, va reprendre la main. La France a toujours un besoin vital des ressources du continent noir. Mais 2 événements vont profondément changer la donne. La chute du mur de Berlin, d'abord, qui marque le fait que l'Occident n'a plus besoin de son gendarme français en Afrique face à un péril communiste disparu. L'affaire Elf, ensuite. Elle va révéler à quel point la société française a été gangrénée par l'argent du pétrole. La France-Afrique entre dans une période de grande turbulence.